Le son de la musique n'était pas qu'une comédie musicale familiale. C'était un conflit d'ego et d'accidents, un chaos qui aurait failli dérailler l'un des films les plus aimés. Ressemblait à une image parfaite? Parfait. Le comte de Salzbourg cachait des cascades, des gens en colère et des acteurs en guerre avec eux-mêmes et les autres. Aujourd'hui, nous faisons le compte à rebours de 20 faits étranges sur le son des secrets de la musique que même les fans les plus tenaces ne savent pas, allant d'expériences de mort imminente à des bagarres en studio qui auraient pu tuer le film. Voici l'histoire derrière la douceur et restez pour le fait bonus. C'est celui qui change à jamais votre regard sur le film. Commençons. Numéro 20, Julie Andrews a failli être assommée par un hélicoptère. Ce plan d'ouverture emblématique, la rotation d'Andrews sur une prairie de montagne, semble sereine, mais dans les coulisses, c'était brutal. Un hélicoptère a tourné autour d'elle pour capter le plan d'ensemble. Son souffle descendant soufflait si violemment qu'il la fit rouler dans l'herbe, encore et encore. Plus tard, Andrews a admis qu'elle tombait face première entre les prises. La turbulence rendait quasi impossible de garder son équilibre, l'obligeant à enchaîner plusieurs prises dans l'air glacial des Alpes. Ce que voyait le public était joie. Ce qu'elle ressentait était douleur. Non pas une danse gracieuse, mais une cascade dangereuse. Cette scène a failli blesser sa vedette, avant même que le film ne commence vraiment. Le numéro 19, Christopher Plummer détestait le film depuis des générations. Le public adorait le capitaine Von Trapp. Toutefois, Christopher Plummer détestait jouer ce rôle. Il qualia le film Le son du mucus et regrettait d'être cantonné au personnage du père rigide, sur le plateau. Il noya ses frustrations dans l'alcool au point où Andrews se rappelait son souffle, embaumant d'un cognac pendant les scènes émotionnelles. Plus tard, Plummer admit qu'il aimait tourner à Salzbourg mais détestait le ton édulcoré. Ce n'était pas une musique joyeuse, mais une misère privée qui pesait sur le morceau. Ironiquement, son amertume a affûté la performance et lui a donné un relief plus acéré. Son éloignement glacé a provoqué la transformation du capitaine, et cette métamorphose s'en est ressentie comme plus puissante encore. Numéro 18, habitants de Salzbourg. Ils furent furieux d'avoir filmé ces charmants sites de Salzbourg et ses rues pittoresques. Leur présence a apporté le chaos sur le tournage. Pendant le tournage, les habitants se plaignaient des rues bloquées, d'un bruit constant et de la perturbation de leur vie quotidienne. Dans un cas, des citoyens furieux ont lancé des insultes contre l'équipage. Furieux que les célèbres Muriel Garden aient été réquisitionnés pour Dorémy, les autorités autrichiennes ont presque interrompu la production plus d'une fois au détriment des Américains. Le film ressemblait à une carte postale. Pour les Autrichiens, c'était une nuisance qui avait trop duré. Son accueil. Pas bienvenu, des applaudissements, mais une rancœur tenace et persistante. Ironiquement, Salzbourg vit du tourisme lié au film La Mélodie du Bonheur. Numéro 17, les enfants ont vomi pendant la scène du bateau. Souvenez-vous des enfants Von Trapp qui tombent dans le lac quand leur bateau chavire, c'est slapstick charmant. En réalité, c'était le chaos. Les enfants n'étaient pas de bons nageurs. Lors d'une prise, la jeune actrice Kim Kara-Gretel a failli se noyer. Quand Andrews tomba mal et n'a pu attraper sa coéquipière, leurs camarades durent sauter pour la sauver. C'était pire. L'eau froide du lac a rendu plusieurs enfants gravement malades. Ce qui ressemblait à un simple amusement a failli devenir tragique. Ce n'était pas un jeu, mais un quasi-désastre filmé. Le numéro 16, la voix chantée de Plummer fut doublée. Plummer se tenait comme le patriarche sévère. Mais au moment de chanter Edelweiss, un problème survint. Son baryton profond manquait la clarté que le studio demandait. Au lieu de cela, le chanteur pro Bill Lee a doublé la plupart de ses chansons. Plus tard, Plummer a avoué qu'il était soulagé, car il détestait sa voix. Pas le chant vrai du capitaine, mais un trucage en studio caché sous les yeux de tous. Ironiquement, la prestation doublée devint l'une des scènes les plus émouvantes du film. Preuve que même les mensonges du cinéma peuvent révéler des vérités inoubliables. Le numéro 15, Julie Andrews, était une échymose ambulante. Maria paraissait d'une grâce naturelle à l'écran, mais Andrews endurait des bleus et des blessures constantes. Les scènes de la prairie alpine n'étaient pas d'herbe tendre, mais un sol rugueux et inégal. Elle glissa, se tordit les chevilles et tomba d'innombrables fois en chantant et courant dans des costumes lourds. Même les enfants l'ont blessée accidentellement. Pendant des scènes de jeu, Andrews a avoué que l'image joyeuse de Maria cachait la réalité des muscles douloureux et des traces violettes.
Ce n'était pas une joie facile, mais une endurance douloureuse. Chaque sourire portait sa douleur. Numéro 14, les drapeaux nazis ont provoqué une panique à Salzbourg lorsque l'équipe a affiché des croix gammées sur les bâtiments pour la séquence enclos. Les habitants horrifiés. Pour beaucoup de souvenirs de l'occupation nazie restaient vifs. Certains habitants plus âgés ont pleuré. D'autres ont crié pour protester. Et un homme aurait menacé de déchirer les banderoles. La production a dû expliquer que c'était pour le tournage, pas un rassemblement politique. Pas seulement un décor, mais aussi un souvenir fantôme de la guerre. Ce qui ressemblait à un accessoire de film a réveillé un traumatisme réel dans les rues. Numéro 13, l'abbaye était hors limite à l'intérieur. Alors que le film montre l'extérieur de l'abbaye Nomberg, les sœurs refusèrent que l'équipe filme à l'intérieur du vrai couvent. Ils attachaient une trop grande importance à leur intimité et à leur rituel quotidien pour résoudre le problème. 20th Century Fox a construit des décors intérieurs sur une scène hollywoodienne. Chaque escalier, chaque couloir d'un cloître a été reproduit à la main. Pas tout à fait authentique, mais illusion cinématographique. Pourtant, le trompe-l'œil marchait si bien que de nombreux spectateurs crurent entrevoir l'abbaye où Maria avait vécu. Numéro 12, Lisle s'est cassé la cheville en tournant le numéro 16, bientôt 17. Charmian-Carr, jouant Lisle, dut danser sur le sol glissant d'un kiosque avec Rolf lors du numéro 16. Lors d'une répétition, elle a glissé et s'est cassé la cheville. Plutôt que d'arrêter la production, Carr poursuivit malgré tout grâce à des antidouleurs et à une caméra habile pour dissimuler sa boiterie. Le nombre demeure l'un des plus joyeux du film, mais sous les rires se cachait une douleur atroce, vraiment tenace. Pas d'innocence juvénile, mais sacrifice professionnel. Chaque pirouette lui causait une douleur atroce, vraiment. Numéro 11, Julie Andrews faisait rire les enfants à l'écran, constamment, sans répit. Andrews était devenue seconde mère pour les jeunes acteurs, mais elle avait une manie qui rompait leur discipline et même des blagues salaces entre les prises. Elle divertit les enfants avec des chansons ridicules et un humour un peu osé pour les détendre. Les membres de l'équipe se souvenaient des journées de tournage et riaient aux éclats quand Andrews ne pouvait résister à faire une farce. L'image d'une Maria angélique et pudique cache un corps. Andrews, espiègle, entretenait le moral pendant les journées dures. Non seulement un charme sain, mais une rébellion espiègle. Numéro 10, le pavillon de jardin a failli tuer, en voiture, 2 fois plus grand que le pavillon. Maintenant, un site touristique était un cauchemar sur le plateau. La première voiture a glissé sur son sol lisse et a cassé la cheville de la conductrice au 16e. Puis on passe au 17e. Plus tard, pendant le tournage, les projecteurs rendirent les vitres si chaudes que la voiture s'évanouit en plein plan et un membre de l'équipe la porta. Cette scène d'amour idyllique aurait pu se terminer à l'hôpital. Pas une romance tendre, mais une chorégraphie dangereuse. Et avant d'aller plus loin, aimez et abonnez-vous, car les 9 faits suivants vous feront entendre le son de la musique comme jamais. Numéro 9, Plummer a tant bu. Ces scènes constituaient un risque. Le dédain de Christopher Plummer pour le film se répercutait sur ses camarades de tournage qui buvaient. Souvenez-vous de le voir s'éclipser pour du brandy avant les scènes émotionnelles. Il a ensuite avoué qu'il était souvent à moitié ivre pendant le tournage, surtout dans les tavernes de Salzbourg après minuit. L'équipe devait parfois ajuster les feuilles d'appel car il arrivait languissant ou peu concentré. Ce que le public a vu était un homme d'autorité sévère. Ce qui s'est joué hors caméra était un homme qui buvait de l'alcool pour lutter contre l'ennui. Ce n'était pas une autorité sobre, mais un capitaine éméché qui guidait les prises. Après la 8e prise, la vraie Maria von Trapp a désapprouvé que Maria von Trapp soit venue sur le plateau, mais elle n'était pas entièrement satisfaite de sa contrepartie hollywoodienne. Elle trouva Andrews trop doux et dit que la vraie Maria était plus stricte et plus ardente. En fait, Maria fut connue pour discipliner les enfants avec sévérité. Le film s'est adouci, devenant ludique. Le contraste a irrité des proches de la famille réelle, estimant que le film édulcorait leur lutte. Ce n'était pas une biographie fidèle, mais une fiction polie. Pourtant, la version du film masquait la douce Maria d'Andrews comme celle que le monde retiendrait pour toujours. 7e numéro, les enfants devinrent nerveux et rebelles rapidement, derrière le rideau de la respectabilité. Les jeunes acteurs s'agitaient souvent pendant les prises, ennuyés et malicieux.
Ils se lançaient dans des farces les uns contre les autres, renversèrent de la nourriture sur les costumes. Même un jour, ils enfermaient un membre de l'équipe dans une petite remorque. Julie Andrews a dû intervenir, les rassemblant par des jeux ou parfois les réprimandant avec douceur. La troupe Von Trapp était en fait vraiment un groupe d'enfants énergiques qui apprenaient la patience sur un plateau chaotique. Non pas une obéissance angélique, mais une rébellion juvénile contenue entre les prises. Le 6e numéro, Julie Andrews dut chanter par-dessus les cloches des vaches. Dans les prairies alpines, obtenir un son net était presque impossible. Des troupeaux paissaient près et leurs cloches tintaient bien sans cesse pendant les prises. Julie Andrews dut répéter répliques et chansons pendant que les équipes suppliaient les fermiers locaux de se taire. En fin de compte, la plupart des dialogues et des chants ont été doublés en post-production, effaçant le paysage sonore de l'Autriche. Ce n'était pas la pureté d'une performance en direct, mais l'astuce des studios de looping à Los Angeles. Les collines semblaient de vives, mais elles n'émettaient pas ce bruit. Sur plateau. Numéro 5, un orage a détruit les décors une nuit, lors du tournage d'extérieur à Salzbourg. L'équipe a dû affronter une météo brutale. Un orage violent a traversé la région, aplatissant des portions des décors extérieurs, mouillant les costumes et déformant le matériel délicat. Les fiches de tournage ont dû être réécrites et les jours de tournage retardés pendant des réparations pour une production déjà sous pression budgétaire et planning. La tempête dévastatrice. Ce que voyait le public était un paysage alpin clair. Ce que l'équipe endurait était la colère de Mère Nature, pas la beauté des montagnes, mais une destruction derrière la caméra. 4e point clé, Julie Andrews a presque refusé le rôle. Il est impossible d'imaginer la mélodie du bonheur sans Julie Andrews pourtant. Elle a failli le refuser. Après le succès de Mary Poppins, elle craignait d'être cantonnée au rôle de nounou chanteuse. Andrews hésita, craignant que sa carrière ne stagne, et ce seulement après une persuasion attentive et l'attrait des lieux de Salzbourg. A-t-elle donné son accord? Pas un oui facile, mais un pari prudent et mesuré. Cette décision de faire carrière pour toujours a failli ne jamais arriver. Sans elle, le film n'aurait peut-être pas été le même. Intemporel et classique numéro 3, la villa Von Trapp. C'était un patchwork de lieux. La élégante demeure Von Trapp semblait sans couture, mais elle était en réalité assemblée à partir de plusieurs lieux. Les extérieurs provenaient d'un seul palais de Salzbourg, la terrasse au bord du lac d'un autre, et les intérieurs provenaient des plateaux de tournage hollywoodiens. Même le salon de bal emblématique était une invention de studio. Les spectateurs croient en une seule demeure majestueuse. En réalité, c'était un puzzle géographique. Pas une seule maison, mais plusieurs. L'illusion fonctionne si parfaitement que même les guides de Salzbourg doivent aujourd'hui rappeler cela aux fans. La maison n'a jamais vraiment existé. Numéro 2, les critiques ont d'abord moqué le film malgré son triomphe ultérieur. Le film n'était pas adoré universellement à sa sortie. Certains critiques l'ont jugé trop sentimental, trop sucré pour un cinéma sérieux. Le New York Times a raillé son attrait pour les enfants. D'autres craignaient que le public se lasse des comédies musicales, mais ces jugements défavorables persistaient. La mélodie du bonheur est devenue un mastodonte mondial, décrochant l'Oscar du meilleur film et battant des records. Pas d'éloge immédiat, mais un scepticisme qui s'est mué en admiration. Son succès commercial. Le triomphe a fait taire les critiques et a réécrit les attentes d'Hollywood. Numéro 1, la scène d'évasion était historiquement incorrecte. La fin du film, les Von Trapps gravissant les Alpes vers la Suisse, est emblématique, mais en réalité, la famille a pris le train pour l'Italie et non à pied. Leur fuite était tendue, mais bien moins cinématographique. Les historiens notent que s'ils avaient escaladé les montagnes du cinéma, ils se seraient de retrouvés en Allemagne. Ni liberté, ni vraie histoire, mais un drame symbolique. Pourtant, cette liberté créative offrit au monde l'une des images finales les plus inoubliables du cinéma. Une famille allait marchant vers le destin. Fait bonus, le yodel de Julie Andrews a effrayé de vrais animaux. Pendant le troupeau de chèvres isolées, Julie Andrews entraîna bien sa voix pour des yodels perçants. Ces essais sonores furent si forts qu'ils effrayaient les vrais animaux des fermes voisines. Les chèvres fuirent, les oiseaux se dispersèrent et les soigneurs remirent le calme avant le tournage. Ce qui ressemble à une fantaisie ludique a en réalité déclenché un véritable pandémonium. Non seulement un spectacle pour enfants avec des marionnettes, mais une détonation sonore qui a projeté le bétail de Salzberg dans une frénésie, un rappel bienvenu. Le son de la musique n'était pas seulement vivant pour le public, il l'était
pour chaque créature à portée d'oreille. Le son de la musique ressemblait à un conte de fées parfait, mais derrière son cadre poli se cachèrent des accidents, de la rébellion et une lutte humaine brute. La douceur cachée, des bleus, nuits d'ivresse, des habitants furieux et des enfants effrayés. Pourtant, de ce chaos naquit l'un des héritages durables du cinéma, un film qui guérit, inspire et résonne à travers les générations. Sa bande-son n'était pas juste de la musique, c'était la résilience, forgée à l'ombre du désastre. Si vous apprenez quelque chose de nouveau, laissez un commentaire avec votre fait préféré. Likez et abonnez-vous. Et souviens-toi que même les mélodies les plus lumineuses naissent des répétitions les plus orageuses.